Et on est parti. Bah écoutez, bonsoir et bienvenue pour cette conférence. On va passer un super moment ensemble en compagnie du docteur David O'Hare. On va parler justement sur la cohérence cardiaque et comment gérer efficacement son stress grâce à la cohérence cardiaque. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le centre de formation INSEM, INCEM, donc un centre en développement personnel basé à Troyes. Et je suis Pierre Lejeune, le directeur général et cofondateur du centre de formation. Donc voilà, pour nous, ça fait sens de proposer cette conférence aujourd'hui parce qu'on aborde différentes thématiques de formation qui sont aussi bien sur l'hypnose, l'optimisation de ses capacités mentales, la communication stratégique, enfin, tout ce qui nous permet de développer nos compétences personnelles et des compétences professionnelles. Et la cohérence cardiaque, justement, est un de ces outils qui permet déjà de mieux se connaître, de pouvoir agir sur soi, agir sur les autres et pouvoir l'utiliser aussi dans un cadre professionnel. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on souhaitait vous proposer cette conférence. Pour ceux qui nous ont suivis, on en avait déjà organisé une, je crois, l'année dernière avec David, qui avait eu un franc succès. Donc, on ne peut que vous inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Et là, on voulait vraiment aller explorer un sujet beaucoup plus spécifique qui est justement sur la cohérence cardiaque et la gestion du stress, parce qu'aujourd'hui, on a un monde où on est totalement assujetti au stress. Je pense que ce soit au niveau personnel, professionnel et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un thème d'actualité, donc ça nous tenait à cœur aussi avec David de vous proposer quelque chose sur cette thématique-là, mieux comprendre qu'est-ce que le stress, vous apporter des outils concrets, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, vous faire découvrir la cohérence cardiaque. Bonsoir David. Oui, bonsoir et merci Pierre pour cette invitation, c'est toujours un plaisir. En lisant le titre, je vois que j'ai fait sauter une deuxième page, c'est la cohérence cardiaque, une pratique simple et logique pour gérer son stress. Donc il manque une ligne, mais c'est pas grave, c'est dans le texte, c'est juste quand j'ai retranscrit le titre de cette diapositive. On est bon? On est tout bon, je te laisse la main, Bien, à toi de prendre plaisir. Donc on est bien parti sûr. pour 3 quarts d'heure de conférence, et puis Oui, alors ça c'est ensemble. trois quarts d'heure à partir de maintenant, parce que tu m'as déjà pris 6 minutes, donc voilà. Voilà. Bon, bienvenue. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux visages. Depuis 3 ans, tout se passe par Zoom et donc j'ai appris à apprécier ce remplacement du présentiel que je fais depuis plus de 20 ans là maintenant dans le petit domaine de la cohérence cardiaque. Donc, mon objectif ce soir, c'est de vous frustrer. Et donc, c'est un petit stress, la frustration. De vous frustrer parce qu'en 45 minutes, faire le tour de la cohérence cardiaque, la gestion du stress, c'est impossible. Donc, je vais donner, bien sûr, les grandes lignes et surtout vous donner envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Donc, c'est dépend. Alors, pour ceux qui connaissent la notion de cohérence cardiaque, eh bien, ce sera de la révision et je dois forcément expliquer, définir ce qu'est la cohérence cardiaque parce que le nom de cohérence cardiaque ne veut pas dire grand-chose. Donc, on devrait même l'appeler la cohérence cardio-respiratoire. C'est un terme que je préfère, mais ça s'appelle la cohérence cardiaque et je n'y suis pour rien. Donc, c'est comprendre aussi le rôle de la respiration dans la gestion du stress. C'est pour ça que je préfère le terme de cohérence cardio-respiratoire. Avec la respiration, nous avons un accès, nous pouvons modifier la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque est le marqueur de quelque chose d'autre que nous allons découvrir. C'est pour ça que cohérence cardiaque, tout seul, il manque un élément essentiel, c'est l'élément respiration. Et puis, mon but aussi, peut-être le plus important, c'est de vous donner envie de pratiquer vous. Il est certain que depuis 20 quelques années, je donne des formations professionnelles aux professionnels de la santé, des soins, de l'accompagnement, du coaching, de l'éducation, etc. Et je formais plus de 5000 professionnels à la pratique professionnelle de la cohérence cardiaque, mais ça commence toujours par une pratique personnelle. Donc, ce soir, j'aimerais vous frustrer qu'à la fin, vous allez dire, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, ça, c'est moi, je suis médecin, j'ai exercé 30 ans en France et je n'exerce plus je suis à la retraite depuis 2006. Donc, ça fait un moment déjà. Et depuis 2006, je me consacre exclusivement à l'enseignement, la promotion, le développement et les conférences, les formations et l'écriture sur la cohérence cardiaque. Je vais faire un petit historique
je vais remonter un petit peu dans le temps, mais ça ne va pas durer très longtemps. 3/4 d'heure pour moi, c'est vraiment, c'est un stresseur pour moi. Donc voilà, parce que j'ai tellement envie de partager beaucoup de choses et je sais que certaines des choses, je ne pourrais pas les partager. En 2014, ça a été une date majeure. En 2014, la Fédération française de cardiologie a, pour son 50e anniversaire en 2014, a fait des recommandations dans les salles d'attente des cardiologues. C'est 10 000 membres médecins, quand même, la Fédération française de cardiologie en France, a recommandé la cohérence cardiaque dans la prévention des accidents cardiovasculaires par la gestion du stress. Et c'est vrai que cette recommandation en septembre 2014 a véritablement changé le regard des médecins et de la médecine et des professionnels de la santé par rapport à la cohérence cardiaque, qui était parfois considérée comme quelque chose d'un peu ésotérique, un petit peu bizarre. Et c'est vrai que 2014, pour moi, c'est une année importante. On remonte en arrière, c'est une histoire à l'envers qu'on fait. En 2003, avril 2003, David Servan-Schreiber, qui était un ami, nous avons été associés pendant 10 ans pour l'enseignement de la cohérence cardiaque, de l'EMDR et de la psychologie positive, a écrit le livre Guérir. 1 million d'exemplaires en France, donc 50 langues de traduction, un succès de librairie. Dans le livre Cohérence cardiaque, c'est le premier qui, en langue française, a présenté la cohérence cardiaque. C'est d'ailleurs dans ce livre-là que le terme, la locution cohérence cardiaque est apparu pour la première fois. Chapitre 3, chapitre 4, il y a le MDR, il y a les oméga-3, la luminothérapie, il y a toutes sortes de techniques de gestion du stress ou en tout cas de savoir s'adapter au stress et la cohérence cardiaque en fait partie. Remontons un petit peu. En 1980, on avait beaucoup de publications au Japon sur les effets mortels du stress, avec des cœurs véritablement brisés, anatomiquement brisés, par rapport au stress dans les entreprises au Japon qui étaient extrêmement contraignantes. On remonte. Je viens de rentrer, il y a 2 semaines, du Québec à Montréal, où j'ai vécu pendant 17 ans. De 2006 à 2023, je vivais à Montréal parce que je faisais aussi des formations à Montréal et je suis Canadien de naissance et de citoyenneté, tout en ayant exercé en France pendant 30 ans, dans le sud de la France. Mais le stress est né à Montréal. Ce n'est pas pour ça que je voulais y habiter. Le stress est né à Montréal. C'est un physiologiste du nom de Hans Selye, en 1956, a publié un livre en anglais, The Stress of Life, il est traduit en français, bien entendu, Le stress de la vie. C'est la première fois que le mot stress, qui est un mot de déformation des métaux, on déforme un métal, il chauffe et il casse, a utilisé un terme de déformation des métaux, de contrainte exercée sur les métaux, pour l'appliquer à l'espèce humaine. Mais toujours à Montréal, dans la même faculté de médecine McGill, en 1949, la première publication scientifique sur ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, que je vais définir dans pas longtemps, sur cette notion de variation de la fréquence cardiaque avec la respiration. 1949. Et c'est la première étude, je vais dire, moderne, contemporaine, qui mentionne déjà comment, avec la respiration, on a un effet sur le stress et l'anxiété. Cette étude, justement, portait sur le stress et l'anxiété. On n'appelait pas stress encore, on appelait la peur, l'anxiété et les états de frayeur. Mais 4000 ans avant, on a déjà dans le canon de l'empereur jaune, 2800 ans avant notre ère, la notion que les personnes en bonne santé, et je répète, les personnes en bonne santé ont un cœur plus irrégulier que les personnes en mauvaise santé. Alors ça, c'est totalement paradoxal. Ça ne rentre pas dans nos idées de la fréquence cardiaque, tout ça. Mais c'est déjà la première notion publiée sur cette notion de cœur variable, de fréquence cardiaque variable, et que la fréquence cardiaque soit un marqueur de santé. C'est ça que je vais développer ce soir, parce que la cohérence cardiaque utilise cette respiration, la respiration pour venir influencer la fréquence cardiaque. Mais en fait, la fréquence cardiaque, c'est un marqueur de notre système d'adaptation générale, qu'on appelle le système nerveux autonome. Et donc, on utilise un marqueur qui s'appelle la cohérence cardiaque pour aller voir ce qu'on arrive à faire avec la respiration dans le domaine du stress. On remonte un petit peu plus loin, 550 millions d'années, l'apparition des vertébrés. Avec l'apparition des vertébrés, dont nous faisons partie, est arrivé un système nerveux d'adaptation à 2 branches.
le système nerveux autonome, avec la branche fuite et combat, qu'on appelle le système orthosympathique, la branche repos-relaxation, qu'on appelle le système parasympathique, que je vais développer un peu, qui est responsable, qui est à la base de la gestion du stress, et d'ailleurs à la base de la santé en général, qu'on appelle homéostasie. Homéostasie, terme grec, homéo égale, stasie, état, état égale. La santé, c'est un équilibre entre plusieurs forces, des forces de dépense d'énergie, la fuite et le combat, des forces de récupération de l'énergie, de restauration, de réparation. Et c'est un équilibre entre ces deux systèmes-là. Toute pathologie, toute maladie s'accompagne d'un déséquilibre de ce système. Faisons une physiologie simplifiée du stress. Je ne veux pas passer tout mon temps sur le stress. 45 minutes, ça ne suffit pas. Et comme je veux parler d'autres choses aussi, et donc voilà. Nous sommes des animaux. Nous faisons partie du règne animal. Et nous sommes aussi des vertébrés, donc on rentre dans le cadre des animaux qui ont un système nerveux autonome à 2 branches. Notre adaptation se fait par le mouvement, par le déplacement, l'éloignement du danger. C'est-à-dire tout notre système d'adaptation à l'environnement se fait par la mise en œuvre d'énergie pour nous éloigner du danger ou pour éloigner du danger. La fuite, c'est nous qui partons. Le combat, c'est nous qui éliminons la menace. Cette adaptation est automatique et involontaire. Elle est confiée à une partie de notre système nerveux général, qui se comporte d'un système nerveux central, on ne va pas en parler, de système nerveux somatique, c'est le mouvement volontaire, on n'en parle pas, et de l'autre système, qu'on appelle le système nerveux autonome, automatique, involontaire, qui gère la digestion, le sommeil, les cycles, tous les cycles, les hormones, la respiration, la fréquence cardiaque, la dilatation pupillaire, tout ça. C'est ce qu'on appelle le système neurovégétatif, le système automatique, le système nerveux autonome. Le problème, c'est que les stresseurs ont changé. Les stresseurs d'il y a 550 millions d'années, mais même il y a 150 ans, les stresseurs n'étaient pas les stresseurs modernes. Déjà, les stresseurs à l'époque, il allait y avoir une véritable réaction physique, c'est-à-dire il fallait que je me batte, j'allais saigner, j'allais courir, j'allais me réfugier. Aujourd'hui, les stresseurs sont plus de l'ordre cortical et pas réflexe. Et le problème, c'est que notre défense, notre mode d'adaptation, notre mode de survie est toujours programmé avec un programme version 1.0, alors que le stress a changé. Les stresseurs sont des stresseurs sociaux, horaires, hiérarchiques, familiaux, travail, et on ne va pas courir, on ne va pas frapper le patron ou la voisine. Et je veux dire, donc on est dans un autre domaine pour lequel en fait, notre corps n'est pas adapté. Nous continuons. Quand je dois rendre un travail à temps et que je suis en retard, ben, mon corps accélère, ma fréquence cardiaque accélère, mon sang coagule plus, mes pupilles se dilatent. Ça ne sert à rien pour rendre le travail, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est ce décalage entre une programmation 1.0 et les stresseurs qui ont changé. Et donc, ça fait 550 millions d'années que ça existe. Et la pathologie, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre système nerveux autonome. Ce sont les stresseurs qui ne trouvent pas une réponse corticale de réflexion, mais qui ne trouvent qu'une réponse réflexe et non réfléchie de type reptilienne d'adaptation par la fuite et le combat. Et le grand problème, il est là. Mais ça, on ne peut pas le changer. Alors, quelles sont les solutions classiques? Je passe assez vite. Vous avez peut-être, probablement, fait déjà des formations sur le stress en entreprise, à titre individuel, dans vos formations. On a des solutions qui sont centrées sur les stresseurs, sur le stresseur. Coping, c'est-à-dire arriver à s'adapter. To cope, c'est s'adapter, s'arranger avec. C'est la gestion du temps. Le temps est un stresseur énorme. La gestion du temps, les agendas, les listes à faire, les techniques de résolution de problèmes. On va essayer d'organiser tout ça par des méthodes cartésiennes. Le support social. Ça, c'est ce qu'on enseigne d'habitude. C'est bien sûr pas ce qu'on va faire. Et puis, il y a les solutions qui sont centrées sur les émotions. Le stress, physiologiquement, est une peur. C'est une peur pour mon intégrité physique. C'est une peur contre ma personne. Il y a aussi une peur pour mon ego, pour ma personnalité, pour moi en tant que personne holistique, entière. Et donc, les émotions font partie d'ailleurs du système nerveux autonome. Toutes les émotions sont véhiculées
par le système nerveux autonome. Et on propose des solutions centrées sur les émotions, la distraction, l'évitement, l'expression corporelle, la méditation, mindfulness, traiter les compulsions, les médicaments, les thérapies cognitives et comportementales. Bien sûr, tout ça, c'est bien. Bien sûr, j'en ai prescrit, j'en ai pratiqué, mais en bas, et puis, on peut aussi prescrire. J'ai prescrit pendant 30 ans les anxiolytiques, les antidépresseurs, les hypnotiques, parce que les effets du stress, c'est anxiété. Le stress est une peur, c'est une anxiété. C'est une peur qui persiste, même une double peur. La peur de la menace et la peur que mes ressources n'arriveront pas à s'adapter. Donc, c'est une double peur. Antidépresseurs, les hypnotiques. Mais on va proposer autre chose là, ce soir. Je vais proposer la cohérence cardiaque. Problème numéro 1, problème majeur, c'est quoi la cohérence cardiaque? C'est une question que je n'aime pas du tout, parce que la définition de la cohérence cardiaque, elle est incompréhensible. Je vous la donne, ne la notez pas, de toute façon, je vais parler très vite pour que vous ne la notiez pas. C'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hz. Allez écrire un livre, Maigrir par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hz, je vous assure que vous ne vendrez pas un seul livre. Donc, la cohérence cardiaque, c'est quand même compliqué. Alors, pour vous présenter la cohérence cardiaque, je vais quand même vous parler de ce sur quoi elle est fondée. Système nerveux autonome, nous avons d'un côté le système qu'on appelle orthosympathique, mais le nom ortho est tombé depuis un moment. C'est la fuite et le combat. Je vais changer de couleur, ce sera mieux. C'est l'adrénaline, le cortisol, c'est des hormones, qu'est-ce qu'elles font? Elles accélèrent la fréquence cardiaque, accélèrent la fréquence respiratoire, augmentent la pression artérielle. Elles mettent en œuvre de l'énergie pour courir et pour me battre. Ça, c'est le système nerveux sympathique. Et de l'autre côté, nous avons un système antagoniste, totalement à l'inverse, qui s'appelle le parasympathique, para à côté du sympathique. Et là, il y a aussi des hormones, acétylcholine, c'est l'inverse de l'adrénaline. Elle ralentit le cœur, ralentit fréquence cardiaque, entraîne une vasodilatation des vaisseaux, etc., etc. Et la DHEA, qui est l'antagoniste du cortisol. Adrénaline, c'est instantané, c'est une hormone qui pouf très vite et fait tous ces effets-là. Cortisol, c'est de l'adrénaline longue durée, plusieurs heures. Et avec ça, depuis 550 millions d'années, ça marche plutôt bien. Donc, on a d'un côté adrénaline, cortisol, fuite combat, de l'autre côté, acétylcholine, DHEA. Et avec ça, en permanence, il y a une genre d'oscillation entre les deux systèmes, une veille en permanence. Notre corps, notre système nerveux autonome cherche à s'adapter en fournissant de l'énergie pour la fuite de combat, en récupérant l'énergie pour la digestion, la réparation, la restauration, etc., qui fait partie de l'intendance dans l'armée. Un peu si on considère que notre corps est une armée, on a les forces combattantes, c'est le système sympathique qui part au combat, mais les armées ne gagnent pas s'il n'y a pas l'intendance qui suit, c'est-à-dire les cuisiniers, les médecins, les infirmiers, l'essence, le ravitaillement. On a les forces combattantes, système sympathique, l'intendance, le système parasympathique. On a d'un côté les dépenses, énergie vers l'extérieur, énergie vers les muscles. De l'autre côté, les ressources, les recettes qui viennent récupérer, restaurer, réparer. Si ça commence par eux, c'est du parasympathique. D'un côté, les dépenses, fuite combat. De l'autre côté, digestion, c'est de la restauration aussi. L'immunité, c'est de la protection. Je passe très vite, mais je pense que vous avez compris que nous sommes des êtres un peu bipolaires et nous fluctuons 30 à 40 fois par minute entre sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique. C'est comme ça que le corps fonctionne. Le sympathique, orthosympathique, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pression artérielle, adrénaline, cortisol, qui monte. Tout ça pour fournir de l'énergie parce que les muscles consomment sucre, glucose et oxygène. Et dès que le danger est passé, le parasympathique prend le dessus avec tout le contraire. Le cortisol baisse et avec la DHEA qui augmente et la digestion qui repart. Les hormones, les émotions, toutes les émotions ont une polarité sympathique, sont des messagers du changement. La peur, la colère, la surprise, le dégoût, la joie, ce n'est pas forcément la balance, le côté agréable et désagréable. Si ça accélère le cœur, c'est du sympathique. Si ça ralentit le cœur, si ça fait de la protection, du repli sur soi, de ralentissement, c'est du parasympathique. Donc là, je n'ai mis que 7 émotions, mais toutes les émotions, sans aucune exception, ont une polarité sympathique ou parasympathique. Le stress, il est là.
Le problème, c'est que la santé, elle est ici. Et le stress, c'est une sécrétion de cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. C'est parce qu'il y a un décalage de notre neutralité qui n'est plus au centre, mais elle est en sympathique dominant. Et donc, on sécrète du cortisol en permanence. Le cortisol est fabriqué par les glandes surrénales. Le risque aussi, c'est d'avoir toutes les conséquences d'une sécrétion exagérée, d'une accélération de la fréquence cardiaque, tous les accidents cardiovasculaires, hypercoagulabilité, etc. Et donc, il y a un décalage du centre d'oscillation du stress, un décalage d'ici vers là. La santé optimale, c'est un équilibre sympathique-parasympathique, une fluctuation optimale ici. Une santé réduite, avec le vieillissement, la maladie, une fluctuation plus faible ici. Mais le stress, un décalage à gauche. La DHA baisse, la cortisol augmente. La DHA favorise le sommeil, on ne dort plus. La DHA favorise la digestion, on digère plus très bien, etc. Donc, il y a tous les effets indésirables liés au stress. C'est 80% de la pathologie de médecine générale en clientèle. Toute pathologie, sans aucune exception, se manifeste par un déséquilibre du système nerveux autonome. Tout traitement, quel qu'il soit, médicamenteux ou autre, cherche à rétablir cet équilibre, soit en réduisant le côté le plus fort, en général, c'est la pharmacopée, soit en augmentant le côté le plus faible. Ça, en général, ce sont les médecines traditionnelles ou les médecines dites complémentaires. La santé, c'est l'équilibre entre sympathique d'un côté, parasympathique de l'autre. Énergie vers l'extérieur, reconstitution de l'énergie. J'aime bien le comparer à la santé financière. Vous êtes en santé financière si vos dépenses sont compensées par vos ressources. 500 € de dépenses, vous êtes en santé financière si vous gagnez 500 € par mois. 5 000 €, 5 000 €. Donc, c'est exactement ça. Le problème, c'est que nous vivons à découvert, nous vivons à crédit, nous dépensons beaucoup de cortisol et il n'y a pas toujours assez de compensation parasympathique. On n'a pas assez de DHA en banque en général. 80% des pathologies de la médecine générale, c'est cochon rouge qui gagne. Bon, il y a quelque chose d'intéressant là. L'objectif, c'est aussi d'avoir un système nerveux autonome équilibré, mais aussi puissant. C'est quand même plus intéressant de dépenser 5 000 € par mois que 500 € par mois si on les a en banque. Et c'est vrai que nous allons voir que cette pratique de cohérence cardiaque renforce le système nerveux autonome, l'égalise et le renforce. C'est à l'inverse de la relaxation des techniques d'apaisante. Elles sont nécessaires, des anxiolytiques, elles apaisent. Mais nous avons une technique, et c'est quasiment la seule, qui va équilibrer le système et qui va amener le parasympathique au même niveau et avec une pratique régulière qui va faire que je vais passer de 500 € dépensés, gagnés à 600, 700, augmenter la puissance de notre système nerveux. Alors, j'aime bien garder le terme système orthosympathique parce que l'abréviation, c'est SOS. Comme ça, c'est un moyen mnémotechnique. Le système orthosympathique, c'est le danger, c'est la menace, SOS. Le système parasympathique, le SPA. Le SPA, c'est chaud, c'est relaxant, c'est calmant. Et donc, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler que le SOS, c'est le danger, le SPA, c'est la récupération, la réparation après le combat. Comment pourrais-je évaluer votre santé financière? Eh bien, c'est assez simple. Il suffirait de demander votre relevé de carte de crédit et votre bulletin de salaire. Et je compare, j'ai une bonne idée. Comment est-ce que je pourrais évaluer votre santé physiologique? D'un point de vue de dosage, on pourrait doser le niveau du cortisol. Ça se fait maintenant, ça se fait avec des bandelettes salivaires. Et doser votre DHEA. Ce n'est pas ce qu'on va faire, bien évidemment. Ça coûte cher, c'est compliqué, mais ça se fait. On le fait dans les études cliniques pour savoir si quelqu'un est plutôt en équilibre, une santé optimale. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un, un jour, s'est rendu compte. Et si on regardait, mais ça remonte à la médecine chinoise, ça, hein, et si on regardait les augmentations de la fréquence cardiaque et les ralentissements de la fréquence cardiaque, on a peut-être un moyen indirect d'évaluer la santé. Et c'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque. En fait, ça s'appelle cohérence de la fréquence cardiaque. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'à la base, c'était un moyen d'évaluer la santé.
Le cœur est variable, le cœur accélère et ralentit. Alors, c'est difficile à imaginer, je sais que bon, j'ai publié 8 livres sur le sujet, c'est la partie la plus compliquée dans un livre où, oralement, d'aller expliquer ce qu'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors pour ça, je vais contourner la difficulté en... je vous ai perdu, non, je vous ai retrouvé. Contourner la difficulté en vous montrant une vidéo de ce que je fais en conférence lorsqu'elles existaient en présentiel. Je faisais une personne parmi vous, je demandais de venir devant. Je leur branchais un petit capteur à l'oreille pour enregistrer la fréquence cardiaque et je demandais de regarder. Ben, on va faire la même chose. J'ai une vidéo, il suffit que je change d'écran. Donc, nouveau partage, desktop number 2, démo 1. Ouais, il y a un petit truc devant. Bon, alors, je crois que je dois le refaire parce que je n'ai pas mis le son. Hop, 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 sur la petite manipulation. J'ai un sondage devant, je vais l'enregistrer. Ah, bon. Alors, il va y avoir du son parce que je vais donner des explications, mais je suis là quand même, hein, en présence, et ça ne va pas durer longtemps, hein, ça dure 4 minutes. Je vais vous montrer quelque chose à l'écran. Et pour ce faire, je dois enregistrer votre fréquence cardiaque, le pouls. Alors nous allons utiliser du matériel très simple, un simple capteur de pouls, que je vais placer à votre oreille. C'est confortable? Parfait. Voilà, on ne s'en occupe plus. Tout se passe ici maintenant. Ici en bas, ce sont vos battements cardiaques. Chaque battement déclenche une vague. À partir de ça, le logiciel va calculer votre pouls, votre fréquence cardiaque. Et c'est en tout petit ici, je vais le lire à voix haute parce que sur les petits écrans, ça ne se verra pas bien, 67. Si je vous prenais le pouls sur 1 minute, nous aurions 67 battements par minute. C'est la fréquence cardiaque, c'est la définition de la fréquence cardiaque, c'est des battements par minute, le nombre de battements par minute. Mais nous allons regarder le chiffre qui est à côté. Et je vais le lire à voix haute. 74, 72, 76, 70, 69, 72. Ça, c'est le but de cette démonstration. De vous montrer que votre cœur n'est pas régulier. Il change, il accélère, ralentit en permanence. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et dès qu'on aura arrêté cet enregistrement, je vous expliquerai ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi tous les animaux dont nous faisons partie possèdent, lorsqu'on les enregistre, un cœur qui n'est pas régulier. Il accélère et ralentit. Si nous regardons ici, là il accélère encore, et il y a une compensation. Il se met à ralentir pour avoir toujours à peu près une fréquence cardiaque moyenne qui est de l'ordre de 70. Le 70, il est là. C'est comme si on tirait un trait ici. En fait, votre cœur accélère et ralentit autour de 70. Mais si brutalement je fais un bruit, par exemple, attendons un peu, il y a quelques secondes pour que le logiciel fasse le calcul, voilà ce qui se passe. Et je suis désolé. D'habitude, je demande du calcul mental, mais là, c'est encore plus surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes mise en mode danger, en mode SOS. J'ai eu peur. C'est normal. C'est normal et heureusement que nous nous adaptons. Parce que dès qu'il y a une menace qui s'installe, eh bien, je me mets en mode fuite ou combat. Et c'est pour ça que j'appelle SOS, parce que c'est le système orthosympathique, c'est le système qui fabrique de l'adrénaline. Là, il y a eu une grande bouffée d'adrénaline et elle s'est manifestée par une accélération de la fréquence cardiaque. Et instantanément, il y a un système de compensation qui s'est mis en route pour petit à petit ramener votre fréquence cardiaque en 1 minute, même pas, en 30 secondes, à votre fréquence cardiaque moyenne 70 du départ. C'est le but de cet enregistrement, c'est de vous montrer que votre fréquence cardiaque varie, elle fluctue, le cœur accélère et ralentit. Là, vous êtes revenu exactement au même niveau que tout à l'heure. C'est d'ailleurs des fluctuations calmes. Et même si vous dormez, même si vous ne prêtez pas attention à la respiration, même si vous ne prêtez attention à rien, nous avons en permanence cette accélération, ce ralentissement. C'est ce que je voulais vous montrer. On va laisser défiler un petit peu, et là je vous promets, je ne vous stresse plus, parce que parfois même en prononçant le mot Catherine, ou en mettant
un genre de point d'interrogation. En général, il y a une petite stimulation sympathique, juste mise en attention, qu'est-ce qu'il va encore faire maintenant? Et là, ça ne s'est pas produit parce que l'environnement est quand même bienveillant et plutôt calme. On laisse dérouler un petit peu parce qu'il y a quelque chose que nous regarderons par la suite. Je vais même amplifier un peu l'amplitude là pour montrer que c'est comme s'il y avait une certaine zone dans laquelle vous fluctuez en dehors de toute menace. La menace était auparavant. Je laisse défiler encore. Ici, c'est lorsque j'ai tapé sur la table, mais en dehors de cet événement, vous voyez que votre cœur a fluctué, accéléré, ralenti, accéléré, ralenti. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'installation. Il y a eu un peu de stress, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, petit à petit, votre fréquence cardiaque a augmenté pour fluctuer autour de 70. Et si nous regardons ici, la fréquence cardiaque moyenne de tout l'enregistrement a été d'environ 70. 4 minutes et demie, votre cœur a fluctué autour de 70. Un événement, et c'est normal, vous vous êtes mis en mode surprise, en mode attention, attention, danger, vous préparez de l'énergie pour la fuite et les combats. Donc, je reviens à ma présentation. Alors, là, je vais vous faire revenir sur mon écran principal. Le cœur varie, c'est important, et il est important aussi pour vous de garder en tête cette image d'un cœur qui accélère et ralentit en permanence, parce que le cœur est le marqueur du système qui s'adapte en permanence. Et on a ce système nerveux autonome avec ses deux branches antagonistes, le orthosympathique qui accélère la fréquence cardiaque, le parasympathique qui ralentit. Et pourquoi le cœur? Parce qu'il participe à la gestion de l'énergie. Et il fait circuler le glucose essentiel au muscle, il fait circuler l'oxygène essentiel au muscle, et la respiration participe aussi en allant chercher l'oxygène de l'air. Et ces deux systèmes doivent être synchronisés, et elles sont synchronisées. Et nous allons utiliser la respiration pour modifier la variation de la fréquence cardiaque, parce que nous allons utiliser la respiration pour modifier le fonctionnement de notre système nerveux autonome. Et c'est comme nous avons un oscillateur en permanence entre sympathique et parasympathique, et le système fonctionne véritablement comme un oscillateur. Et l'amplitude, d'ailleurs cette amplitude-là d'oscillation, qui se mesure, on a des logiciels pour le mesurer, ce n'est pas l'objet de cette présentation, est un marqueur de santé. Et on a un moyen d'évaluer la santé optimale, un chiffre, un marqueur de santé, en mesurant l'amplitude d'oscillation, la résilience que nous avons. L'amplitude de la variété cardiaque, voilà un exemple, c'est des dessins. Hein, donc, une amplitude faible, une amplitude moyenne, une amplitude élevée. Eh bien, si je ne sais pas à qui elles appartiennent, statistiquement, je vais dire que la personne à droite, haute amplitude, est plus jeune que la personne au milieu, plus jeune que la personne à gauche. C'est ce qui réduit le plus, c'est la baisse de la DHEA. En vieillissant, nous perdons de la DHEA. D'ailleurs, la DHEA s'appelle l'hormone de jouvence parce que les jeunes en ont plus que les moins jeunes. Mais si on me dit que ce sont des triplés, ils ont le même âge, eh bien, celui de gauche, faible amplitude, est plus stressé que celui de droite, qui est plus stressé que celui du milieu, qui est plus stressé que celui de droite. C'est aussi un marqueur de stress. Et là, le stress est l'élément après l'âge numéro 2 dans l'ordre de fourniture, de réduction de la santé par réduction de cette capacité d'oscillation du système nerveux autonome. L'amplitude est un marqueur officiel. Je vais aller très très vite parce que je veux en venir à la cohérence cardiaque. Ce qui réduit l'amplitude, l'âge, le stress, les maladies, la dépression, les états anxieux, les maladies chroniques, mais surtout le stress. Après l'âge, on ne peut rien faire pour l'âge. Par contre, pour le stress, on peut faire quelque chose. La pollution, les intoxications, l'alcool, le tabac, la fatigue, tout ça, on le voit sur nos écrans par réduction de cette oscillation permanente du système nerveux autonome. Heureusement, c'est réversible. L'activité physique régulière, le repos, les vacances, la relaxation, la méditation, la prière, le yoga, la musique et l'art en général, humour, rire, mode de vie simplifié, l'amour et les relations sexuelles, la compassion, il y a beaucoup de choses qu'on a montré augmenter cette amplitude. C'est bon pour la santé, mais surtout la pratique de la cohérence cardiaque. Mais je ne vous ai toujours pas dit ce qu'était la cohérence cardiaque. Par contre,
Si je ne vous avais pas montré le graphique, la courbe tout à l'heure, eh bien, ce serait impossible de comprendre, avec ce que je vais vous montrer maintenant, ce qu'est la cohérence cardiaque. Vous avez vu que la courbe est assez irrégulière. On appelle ça une fluctuation chaotique, parce que l'environnement est chaotique. Notre environnement change en permanence. Eh bien, mon corps s'adapte en permanence, mon cœur s'adapte en permanence en oscillant. Et deuxième démonstration, je crois que j'ai rarement fait aussi vite pour arriver à la cohérence cardiaque. Deuxième démonstration, dans les mêmes conditions, on va faire une deuxième démonstration avec Catherine, la personne que j'avais enregistrée. Nouveau partage. Hop, ici. Alors. Et bon. Et ça, c'est capital comme démonstration. Nous allons faire un autre enregistrement. Et la seule chose qui va changer dans cet enregistrement, je vais vous imposer une fréquence respiratoire. Cette fréquence respiratoire sera imposée par un guide respiratoire. C'est une bille ici qui va monter et qui va descendre. Je vais le faire en même temps que vous. Nous allons inspirer lorsque la bille monte. Nous allons souffler lorsque la bille descend. Et je montre à nouveau, ça, c'est vos battements cardiaques enregistrés au niveau de l'oreille. À partir de ça, le logiciel calcule la fréquence, etc. On va inspirer. Alors, c'est normal que la bille saccade un peu, c'est pas grave. Et on souffle. Inspirez. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et on souffle. On souffle pendant 5 secondes. Et on inspire pendant 5 secondes. Inspirez. On souffle. Et on va faire ça pendant une dizaine de respirations. C'est-à-dire environ 1 minute et demie. On souffle. On inspire jusqu'en haut. On souffle. On inspire. 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 Et là, continuez comme ça, mais je vais vous montrer quelque chose. Entre ici et là, il s'est passé 1 minute, de 0 minute 30 à 1 minute 30. Et si on compte les vagues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a exactement 6 vagues en 1 minute. Et voilà ce qu'est devenu la courbe. C'est ce qui s'appelle une courbe périodique, c'est-à-dire l'intervalle qui sépare chaque accélération de la fréquence cardiaque et ralentissement est égal. Et si on pouvait le mesurer, c'est exactement 10 secondes. Regardons ce que nous avons fait auparavant à la même échelle. Ici, nous avons une fluctuation beaucoup plus chaotique, beaucoup plus irrégulière. Ça, c'est parce que dans cet enregistrement, votre système nerveux autonome, le système de commande générale automatique et involontaire, est calé sur l'environnement, prêtez attention sur ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, les émotions, les pensées, etc. Bien sûr, il y a une menace. Et comme l'environnement est irrégulier et chaotique, eh bien l'adaptation à cet environnement est irrégulière et chaotique. Lorsqu'on se met en cohérence cardiaque, parce que cette courbe est une courbe de cohérence cardiaque, la courbe, c'est comme si on débranchait le système nerveux autonome. C'est comme si on le déconnectait de l'environnement, le temps de l'enregistrement. C'est-à-dire, on enlève ce contrôle automatique pour imposer une fluctuation régulière et périodique. Je vais vous débrancher. Je reviens là. Alors, cette démonstration est capitale. Et je la fais en conférence, je la fais en formation, je la fais en consultation, parce que c'est très compliqué
de visualiser et d'aller expliquer qu'à l'état normal, le cœur fluctue de façon chaotique et irrégulière et qu'en respirant en 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'inspiration, c'est-à-dire un cycle respiratoire de 10 secondes, et ça ne fonctionne qu'à cette fréquence-là, c'est ce qu'on appelle une fréquence de résonance, c'est quelque chose pour l'espèce humaine qu'on ne peut pas changer, eh bien, il y a comme la respiration prend le dessus, le système nerveux autonome et les perceptions de l'environnement. Et donc, on va exploiter cette bizarrerie, ce réflexe, parce qu'il s'agit d'un réflexe, ça s'appelle le baroréflexe, c'est une adaptation de la pression en permanence, eh bien, on va l'exploiter parce qu'il y a des effets intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est automatique, ça fonctionne à tous les coups. Les deux enregistrements, je pourrais enregistrer chacune et chacun d'entre vous, on aurait exactement la même chose. Courbe chaotique si vous n'intervenez pas, courbe de cohérence cardiaque si vous décidez de respirer 6 fois par minute en inspirant pendant 5 secondes, soufflez pendant 5 secondes. Je reviens sur ma définition de la cohérence cardiaque. Je l'ai un peu allongée tout à l'heure. C'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance, je ne sais pas ajouter là, de 0,10 Hz de 6 par minute. Et donc, c'est trop compliqué à expliquer. Mais quand on le voit une fois dans sa vie, ce que c'est, on comprend ce qu'est la cohérence cardiaque, la cohérence cardio-respiratoire. Voici un dessin d'une courbe. Et c'est l'état normal. Là, vous êtes toutes et tous comme ça, le cœur accélère ralenti parce que je parle, parce que vous êtes chez vous, il y a du bruit, il y a des choses comme ça. Eh bien, dès que vous allez mettre en place une pratique respiratoire où vous allez égaliser le temps inspiratoire et le temps expiratoire, c'est ça que vous allez obtenir. Voilà un enregistrement qui montre à la suite les deux événements. Avant le trait rouge, la personne ne fait rien, elle est simplement assise. À partir d'ici, eh bien, la personne respire. Et on voit plusieurs choses. La courbe devient périodique et surtout, l'amplitude, la zone dans laquelle elle oscille, augmente. Si on pousse le système nerveux autonome dans son maximum, on l'entraîne, on le renforce, on fait qu'il s'égalise et il se renforce progressivement. C'est la seule technique qui ait cette possibilité physiologique et elle est simple, elle est gratuite, elle s'apprend très vite et les effets sont très rapides en plus à obtenir. Là, voilà l'état de cohérence cardiaque, la courbe est tout simplement périodique. L'intervalle qui sépare chaque accélération de la fréquence cardiaque, ralentissement de la fréquence cardiaque est le même. La cohérence cardiaque est un état particulier qui change totalement, et c'est chaque fois pareil, l'aspect de la courbe de la variété cardiaque. C'est pour ça qu'il était pour moi indispensable de passer ces quelques minutes, les 4 minutes, pour vous les montrer. C'est beaucoup plus facile que de parler d'une courbe qu'on a du mal à imaginer. Et qui en plus, pas tellement intuitive. La courbe irrégulière, c'est l'état normal. La courbe périodique, c'est un état induit par la respiration. Il y a d'autres façons d'arriver en cohérence cardiaque, je n'en parlerai pas. C'est un état non spontané. Il faut décider de se mettre en cohérence cardiaque. Et la solution la plus simple et la seule qui soit réflexe, c'est de respirer à 6 par minute. Par contre, ce n'est pas juste intéressant. Il y a des effets extrêmement intéressants. Et comment ça fonctionne? Eh bien, un petit secret tout simple que je peux expliquer, mais je ne peux pas prendre le temps de le faire. La respiration fait aussi partie du système nerveux autonome. Mais la respiration, on peut la moduler un peu. C'est-à-dire, on peut la ralentir, la bloquer un peu. On peut accélérer l'inspiration, accélérer l'expiration. C'est limité dans le temps. Je vous mets au défi de vous suicider en arrêtant de respirer. Je risque rien de vous le demander aujourd'hui. Je sais que personne n'y arrivera. On ne peut pas bloquer la respiration. Le système nerveux autonome ne veut pas que nous mourions. Il est impossible de se suicider en arrêtant de respirer. Au bout d'un moment, elle reprend le dessus. Mais, il y a la part volontaire. Et c'est ça qu'on va utiliser. C'est cette faille, ce cheval de Troie qu'on va utiliser. C'est par la respiration que nous allons modifier le fonctionnement du système nerveux autonome. La loi physiologique s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire, pour oublier ce terme. Si vous faites une formation professionnelle, je l'expliquerai largement. Chaque fois que vous inspirez, bon, tiens, je vais pas le faire en bleu. Chaque fois que vous inspirez,
le cœur accélère. Chaque fois que vous soufflez, le cœur ralentit. Au départ, physiologiquement, c'est fait pour synchroniser les deux systèmes. Mais en fait, chaque fois que le cœur accélère, chaque fois que vous expirez, le cœur ralentit. Eh bien, si je décide d'inspirer et de souffler de façon volontaire, régulière, à une certaine fréquence, le cœur va suivre. Mais vous le faites déjà. Surprise. Ah, on inspire, on se bloque en inspiration, on stimule le système nerveux sympathique. Danger possible. Qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé? Le grand soupir de soulagement, vous basculez en mode parasympathique. C'est déjà préprogrammé. Donc, on va exploiter cette arythmie sinusale respiratoire, qui est le nom officiel de la cohérence cardiaque, mais personne ne l'utilise parce que c'est compliqué. L'inspiration active le sympathique, l'expiration active le parasympathique. C'est tout bête. Et toute pratique respiratoire, la méditation, le yoga, la relaxation qui utilise la respiration, utilise cette loi de la nature. Inspiration, accélération, expiration, ralentissement. Ça s'appelle la cohérence cardio-respiratoire, et je ne sais pas pourquoi le côté respiratoire est tombé, il est même plus important que le terme cardiaque. C'est bon pour la santé, ça suffirait à dire ça, mais quand même, il y a des effets immédiats, je passe très rapidement, parce que c'est ce qui se passe pendant qu'on pratique, mais des effets à moyen terme. Baisse du cortisol, on va garder ça, c'est l'événement le plus important, la baisse du cortisol, le renforcement de la DHEA. On équilibre les deux systèmes parce que les hormones aussi dépendent du système nerveux autonome. Les hormones aussi sont dépendantes de cette respiration. Quand le cortisol baisse, la DHEA augmente. Donc, on les équilibre. Et dans le domaine de la gestion du stress, c'est cette respiration, c'est cette baisse du cortisol qui est en effet numéro 1. Mais il y a beaucoup d'autres effets, modulation de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone pancréatique qui est nécessaire pour mobiliser le sucre. Là aussi, on est dans l'énergie. Et donc, les personnes qui ont un déficit en insuline, ça s'appelle le diabète, mais on a aussi des effets sur la modulation de l'insuline, sur l'immunité, sur les ondes alpha cérébrales, sur l'ocytocine. Plein de choses que je me ferai un plaisir de vous en parler si on avait plus de temps. Il n'y a pas d'effet à long terme. On a parlé des effets à moyen terme. 3-4 heures. Une pratique de cohérence cardiaque, effet 3-4 heures sur le cortisol, sur la pression artérielle, sur la DHEA, sur les autres hormones. Pas d'effet à long terme. On le contourne. La seule façon d'avoir des effets à long terme, c'est de faire beaucoup de moyen terme. Et donc, la cohérence cardiaque, pour avoir des effets pour la santé, eh bien, ça demande une pratique régulière. On dit en général 3 fois par jour. Et qu'est-ce qu'on a observé avec une pratique régulière? L'amélioration de la pression artérielle si elle est élevée au départ, puisqu'on ne va jamais faire baisser une pression artérielle normale. Une réduction de la fréquence cardiaque moyenne si elle est élevée au départ. Une réduction du cortisol si elle est élevée au départ. Et le sujet qui nous intéresse, c'est le stress. Et une augmentation de la DHEA sanguine si elle est basse. En fait, on rééquilibre tout ce qui est déséquilibré. Tout ça, c'est publié, bien entendu. Je vais passer un petit peu vite, parce qu'il y a une autre technique qui est intéressante, ce qui s'appelle le recentrage. Le simple fait de faire 1 minute, 6 respirations, et là, on n'a pas vraiment besoin d'un guide respiratoire. C'est un recentrage instantané, un recentrage physiologique, musculaire, émotionnel, psychologique. C'est 1 minute, 1 minute et demie, 10 respirations, à cette fréquence assez particulière, 6 par minute. On a un équilibre qui se survient avec l'entraînement 10, 20, 30 secondes, 1, 2 ou 3 respirations. Ce qu'on appelle un retour au neutre émotionnel. J'ai parlé de pratiques personnelles et comme moyen mnémotechnique, j'ai mis au point ce qu'on appelle le 3-6-5, qui est celle qui a été recommandée par la Fédération française de cardiologie, parce qu'ils n'ont pas simplement recommandé la cohérence cardiaque, ils recommandent la pratique du 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. C'est considéré comme la technique de base, et c'est fait référence maintenant. 3 fois par jour, ça dure que 3-4 heures, on couvre la journée. 6 respirations par minute, c'est la seule fréquence qui marche bien, c'est celle qui marche le mieux. Vous respirez plus lentement, ça marche moins bien.
il y a moins de baisse du cortisol. Vous respirez plus rapidement, ça marche moins bien aussi. Donc, on va prendre celle qui marche. Et là, c'est vraiment publié. On a des centaines de publications. C'est vraiment le 6 par minute. Ça peut s'expliquer par la physiologie, mais c'est une fréquence de résonance qui dépend de notre fonctionnement physiologique. 5 minutes, ça suffit. On n'a pas besoin de faire des sessions plus longues. Le problème des sessions plus longues, si on n'a pas de pratique de méditation, de type méditation, il y a les pensées intrusives qui arrivent au bout de 4-5 minutes. Donc, ça suffit. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes, 15 minutes par jour, on a des effets sur la santé. 3 sessions, c'est un compromis. On peut faire 4. 6 respirations par minute, c'est le seul qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle une résonance à 0,10 Hz. Donc, on va utiliser 5 minutes. C'est aussi un bon rapport entre effet et observance, c'est-à-dire la constance de la pratique. Comment est-ce que vous allez faire une phase d'apprentissage? Vous allez utiliser des guides respiratoires. Il y en a des centaines sur YouTube, sur Internet. On a notre propre guide qui s'appelle le Respirothèque. Bien sûr, je vais parler de celui-là. Mais il y a d'autres guides. Il y a le Respirolax, il y a Petit Bambou. Il y a des centaines de guides sur application. Respirothèque, il est sympa parce qu'il y a des vidéos et vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez le personnaliser avec des images et des vidéos qui sont déjà dans votre téléphone. Donc, on arrive à personnaliser le guide. J'ai juste un petit problème de mise au point de la caméra. Je l'arrange et c'est bon. Voilà. 3 fois par jour, au lever, 4 heures plus tard, avant le repas de midi, 4 heures plus tard, au milieu d'après-midi. Une quatrième session n'est importante que s'il y a des troubles du sommeil. S'il n'y a pas de troubles du sommeil, il n'est pas nécessaire de faire une quatrième le soir au coucher. Par contre, s'il y a des troubles du sommeil, c'est très, très efficace, surtout dans les troubles de l'endormissement. Et là, on en fait 4. Matin au lever, avant le repas de midi, 4 heures plus tard, en milieu d'après-midi, une autre au coucher. On privilégie avant le repas si possible, puisque ça permet de se mettre au neutre en arrivant au repas, c'est-à-dire ça va équilibrer notre système de digestion. C'est un petit détail, une petite recommandation qui est quand même très importante. Hop. Le recentrage, j'en ai parlé, 6 respirations, 1 minute et demie, 10 respirations, tout simplement pour revenir au centre. Une fois qu'on a mis en place une pratique régulière, c'est très facile. Dans la journée, faire des micro-sessions de 1 minute, tout simplement pour faire un recentrage, une remise à zéro du système nerveux autonome et de pouvoir repartir avec le système nerveux autonome neutre. Des centaines d'applications. J'ai formé des professionnels de toutes sortes de professions de l'accompagnement du soin, mais le stress et ses conséquences pathologiques. Parce que en fonction du stress, c'est parce qu'on agit directement au système qui est déséquilibré. Avec une simple pratique de 15 minutes par jour, on agit directement sur sur la perception. On va avoir une meilleure une perception plus juste de la réalité, sur l'effet de la perception de la peur, sur la sécrétion de cortisol. Chez certaines personnes, elle est exagérée. Et donc, c'est véritablement, pour avoir suivi de très nombreuses formations dans la gestion du stress, c'est probablement celle qui a le meilleur rapport coût en temps, en apprentissage, coût en coût et bénéfices qui sont quasi systématiques. Donc, c'est ce que j'appelle une pratique logique, parce qu'elle est physiologique. Elle ne cherche pas à faire des évitements, elle ne cherche pas à agir sur quelque chose d'extérieur à moi, elle ne cherche pas à trouver des moyens d'apaiser le système nerveux autonome. Au contraire, elle trouve le moyen de l'équilibrer et de renforcer. Donc, pour les stresseurs d'aujourd'hui, la cohérence cardiaque n'agit pas sur les stresseurs. Ce n'est pas de l'évitement, mais elle renforce le système d'adaptation, elle l'équilibre et elle le renforce. Ben, je crois que c'est bien, parce que d'habitude, cette conférence, elle dure 1h15, donc j'ai un peu accéléré, mais je pense que j'ai dit le maximum de ce que je voulais dire. Je vais juste afficher les questions. Je préfère ne pas me les afficher parce que ça me distrait un peu. Discuter. Bon, je pense qu'en tous les cas, même si tu as accéléré, on est bien resté en état d'équilibre. Oui, oui. Avec des envies d'aller encore beaucoup plus loin. Merci David déjà pour toutes ces belles explications. En tout cas, c'est toujours aussi passionnant. Je vois qu'on a quelques questions qui sont remontées tout à l'heure. On a une question par exemple de UPPU
6355 qui nous dit quels sont les effets lorsqu'on expire plus longtemps. C'est quand tu parlais de Alors voilà, l'inspiration et de il y a deux l'expiration. questions. Il y a d'abord Stéphanie, Nathalie, deux questions sur les logiciels. Il y a Ouais. plusieurs logiciels, le Heart Tracker en est un. Quel site pour le guide respiratoire? Merci Nathalie, Cohérence Info, c'est là où il y a des guides respiratoires. Il n'y a pas que le Heart Tracker. Le Heart Tracker ne fonctionne, le Heart Tracker ne fonctionne que sur PC. Il y a le EMWave, mais on peut vous transmettre toutes ces informations. Elles sont sur cohérenceinfo.com, un seul mot, cohérenceinfo.com. Il y a une présentation des logiciels. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des logiciels de cohérence cardiaque, il n'y en a pas beaucoup qui permettent de faire la démonstration. Quels effets lorsqu'on expire plus longtemps? C'est une très bonne question. Et là, je vais quand même faire un petit dessin. Donc, hop. C'est bon. 5 secondes, 5 secondes. On a un cycle de 10 secondes. C'est ce que je vais proposer de faire. En étant cohérence cardiaque, si le cycle complet fait à peu près 10 secondes. Donc, il est parfaitement possible de inspirer pendant 4 secondes, par exemple, et de souffler pendant 6 secondes. On a toujours 10 secondes au total, mais on a renforcé quoi? L'expiration. On a renforcé le parasympathique. Et donc, c'est pour ça que sur certaines applications, le Respirotech, le Respirolax, certaines applications ont une fonction neutre, équilibre. Il y a une fonction dynamisante où on fait le contraire. On va inspirer pendant 6 secondes et on va souffler pendant 4 secondes. Et là, on va renforcer le sympathique, renforcer le réveil le matin. Je veux être un peu plus alerte. On renforce le sympathique. 6 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, ça fait toujours 10 secondes. On est toujours en cohérence cardiaque parce que le cycle complet qui rentre en compte, mais on peut moduler le temps inspiratoire et le temps expiratoire à condition de rester dans un cycle proche de 10 secondes, ce n'est pas 10,0000, c'est proche de 10 secondes. Vous n'allez pas garder une application, un guide respiratoire à vie. En 3 semaines, vous n'en avez plus besoin. C'est une fréquence qui est intégrée presque, je crois, dans nos programmes. Et c'est-à-dire avec 2-3 semaines d'apprentissage, vous n'avez plus aucune difficulté à respirer à 6 par minute, qui est une respiration lente. Assez peu de personnes connaissent la zone de respiration habituelle. Là, je pense que la plupart d'entre vous ne savez pas à quelle fréquence vous respirez en ce moment. Vous connaissez peut-être votre fréquence cardiaque de repos. Fréquence respiratoire de repos, pratiquement personne ne la connaît. Je vais vous la donner. La zone de respiration normale de tous les jours, quand on n'y prête pas attention, va de 9 à 24 par minute. Et vous, là, actuellement, au repos calme, en train d'écouter, vous êtes probablement entre 12 et 15 à peu près par minute. Et la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui est en dehors de cette zone. Elle est à 6 par minute. C'est un peu plus lent. C'est un peu plus lent pour des raisons physiologiques. C'est pour ça qu'il faut un apprentissage pour le faire. Elle ne fait pas partie de notre gamme de respiration habituelle. Donc, ça va prendre 2, 3, 4 semaines pour apprendre, mais ce n'est pas de l'apnée, ce n'est pas compliqué, il ne faut pas être expert en plongée sous-marine pour le faire. C'est une respiration lente qui est parfaitement adaptée, qui est parfaitement praticable par tout le monde. Alors, ben oui, Nathalie, bravo, active le parasympathique. Oui, mais les effets apportés par les hormones liées au parasympathique sont-ils plus importants ou sont-ils égaux? Alors, lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque avec la respiration, 5-5, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, on va équilibrer le sympathique et le parasympathique, c'est-à-dire on va harmoniser le cortisol et la DHEA. Si le cortisol est trop élevé, eh bien, ça va baisser le cortisol et augmenter la DHEA. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire on les amène au même niveau. Il faut savoir que le cortisol et la DHEA sont 2 hormones, ce sont des stéroïdes, hein, ces 2 hormones issues avec une racine stérol, mais elles ont le même précurseur chimique qui s'appelle la prégnénolone. Et la prégnénolone, si le sympathique est activé, va sécréter du cortisol. Et si le parasympathique est activé, va sécréter de la DHEA, de la déhydroépiandrostérone. C'est un stéroïde aussi. Et donc, en permanence, il y a une bascule entre cortisol, DHEA, cortisol, DHEA. Donc, on va équilibrer. Et donc, l'avantage de la cohérence cardiaque, et pas que dans le domaine des hormones, c'est que ça ne va fonctionner que s'il y a un déficit ou que s'il y a quelque chose en trop. Ça va les ramener. Et d'ailleurs, très souvent,
lorsque je recevais des patients, l'hypertension artérielle marche super bien. Je ne vais jamais dire que c'est un traitement qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est excellent, c'est un très bon résultat chez l'hypertendu. Qu'est-ce qu'on va proposer à un hypertendu? Eh bien, vous allez faire le 3-6-5, 3 fois par jour, c'est respiration par minute pendant 5 minutes. Et ce monsieur me dit, ah, ben ça, est-ce que ça peut marcher pour ma femme qui, elle, au contraire, l'intention trop basse, quand elle se lève, elle a la tête qui tourne et tout. Je dis, oui, oui, ben, elle n'a qu'à venir, je vais lui expliquer. Madame arrive, ben, vous allez faire le 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et le monsieur me regarde, mais je fais ça et c'est le contraire. Ben oui. On fait exactement la même chose parce qu'on ramène au centre. Dans un des cas, on va réduire le cortisol. Dans l'autre cas, dans le cas de l'hypertension, on va réduire le cortisol. Dans l'autre, on va renforcer, on va renforcer le côté renforcer le cortisol. C'est-à-dire, on va réduire la DHA et surtout l'acétylcholine. Mais donc c'est presque comme si ça s'adaptait aux besoins. Et l'autre avantage, zéro contre-indication. Et même physiologiquement, il est impossible d'avoir une contre-indication parce qu'il est impossible d'aller de l'autre côté. On ramène au centre et point. Alors, on ne peut pas être trop au centre. On ne peut pas faire trop de cohérence cardiaque parce qu'on arrive au centre et puis ça s'égalise. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas le risque de surdosage, pas le risque de transformer quelqu'un de dépressif en hyperactif, etc. Et le contraire. Pas transformer en hypertendu, en hypotendu, donner des malaises vagos, etc. Ça ne s'est jamais vu. C'est une pratique de recentrage physiologique. Alors chez les enfants, la physiologie de l'enfant est différente. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer. En théorie, les 10-13 ans, ce sont des enfants, on parle d'enfants en physiologie, la puberté, après, ce ne sont plus des enfants, ce sont des adolescents, des adultes, et la physiologie change à la puberté avec l'arrivée des stéroïdes sexuels, testostérone, œstrogène, progestérone. Et puis, il y a davantage de DHA, il y a d'autres hormones qui sont renforcées, l'ocytocine, par la puberté. Il y a une explosion hormonale. Et donc, il y a la physiologie du jeune enfant prépubère est très différente de l'adolescent et de l'adulte. L'adolescent et l'adulte, 10-13 ans, c'est la même fréquence de résonance. Chez le jeune enfant, chez l'enfant et le jeune enfant, par rapport à la physiologie, il faudrait respirer plus vite. Et on a tendance à faire pour l'enfant à l'école primaire, je veux dire CE2, CM1, CM2, on fait 4-4, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, un cycle de 8 secondes. Chez CP, CE1, CP, CE1, CE2, enfin, ces âges-là, 6-8 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, on fait 3-3. 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration. Mais ça n'a pas une grande importance parce que l'enfant se met en cohérence cardiaque tellement facilement, quelle que soit la fréquence, et quelle que soit la fréquence, il a une augmentation de l'amplitude de la variété cardiaque tellement importante que chez l'enfant, avant la puberté, quelle que soit la fréquence, ça fonctionne. Donc, notre recommandation, même si elle n'est pas tout à fait physiologique, c'est autant lui apprendre déjà la respiration de l'adulte parce que ça lui servira plus tard. Et c'est pour ça que nous avons eu une très grande étude dans les écoles en France avec 3000 élèves qui ont été pendant 2 années entières, parce qu'une fois c'est une classe, il y avait des classes témoins, puis on a inversé les classes la deuxième année, c'était en 2017 et 2018 jusqu'à 2019. On a publié là-dessus sur la pratique de la cohérence cardiaque à l'école dans 2 départements témoins. L'île de la Réunion, nous avons formé la quasi-totalité des enseignants de l'île de la Réunion. Et dans Vienne Sud, sud de Poitiers, on a formé les enseignants. Et c'est 3000 élèves qui ont été enrôlés dans cette étude, juste avec des mesures, avec des évaluations, des échelles de tests chez les parents, les enseignants et évaluation des enfants. Pour la pratique de la cohérence cardiaque à l'école, c'était 3 sessions par jour. À chaque retour en classe, 3 sessions à chaque retour en classe, 3 minutes, arriver le matin, après la récré du matin, après le repas de midi et après la récré de l'après-midi quand il y avait une récré. Avec des résultats extrêmement intéressants sur de multiples items. Et dans la très grande majorité des cas, c'est l'enseignant qui guidait les enfants, puisqu'on fait de la respiration synchrone, c'est-à-dire on synchronise toutes les respirations de l'adulte qui guide et des enfants, le faisait à la fréquence de l'adulte et en général, ça fonctionne bien. Certains très jeunes enfants, maternels, CP, on est obligé d'accélérer un petit peu, mais c'est quand même assez rare. Donc, physiologiquement, il faudrait adapter.
mais en pratique, on ne le fait pas parce que ça marche super bien quand même. Juliette, oui, il y a des effets inconfortables. On respire à une fréquence respiratoire qui est en dessous de la zone normale. On respire lentement. Tout le monde n'a pas cette capacité et donc en début de pratique, ça dure rarement plusieurs semaines, il y a parfois la tête qui tourne, on ne se sent pas très bien. C'est une fréquence respiratoire inhabituelle et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est la progressivité. Dès qu'il y a une règle, dès que c'est inconfortable, on arrête et on reprend plus tard. Donc même si c'est au bout d'une minute, on arrête. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de continuer. Si vous continuez, vous entraînez une gêne, un inconfort, le corps va tout faire pour changer. Il va bouger, il va s'agiter, vous stimulez le sympathique, vous n'êtes plus en cohérence cardiaque de toute façon. Donc, dès que c'est inconfortable, quel que soit l'inconfort, vous arrêtez et vous reprenez 4 heures plus tard. Et petit à petit, vous allez arriver à passer cet inconfort qui est purement de l'apprentissage. On peut aussi commencer à respirer à 12 par minute, puis descendre à 10, puis descendre à 8, puis descendre à 6. Mais là, ça demande des guides respiratoires un peu plus perfectionnés. Ce n'est pas nécessaire. Le plus simple, c'est tout simplement de s'arrêter dès que c'est inconfortable. Alors, Renaud, où puis-je trouver hors formation des liens, articles, revues, livres, conférences entre la cohérence cardiaque respiratoire et les cultures bouddhistes, prana et taoïstes? Je lis tout ce qui est publié. Et je vous assure que je lis tout ce qui est publié depuis 20 ans. Je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, alors pourtant, je m'intéresse à tous ces sujets. Donc, je ne pense pas qu'il y ait peut-être en article publication, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Désolé. C'est rare que je n'ai pas de réponse à une question. Mais là, je ne vois pas. Je n'ai pas vu passer ça. Pas de contre-indication non plus pour les porteurs de pacemaker. Question très intéressante. Bon, je n'ai pas besoin d'écrire. Il n'y a aucune contre-indication. Par contre, le tracé ne montre rien. Là, c'est pas le problème, ce n'est pas le système nerveux autonome, parce qu'il y a quand même une transmission par ce qu'on appelle le baroréflexe. Chaque fois que vous inspirez, vous allez stimuler le sympathique. Chaque fois que vous expirez, vous allez stimuler le parasympathique. Ce qui ne marche pas, ben, c'est l'intermédiaire que nous mesurons. Ben, ce n'est pas le vrai cœur, enfin, le pacemaker ou le défibrillateur implantable, quand il est en fonctionnement, parce que la plupart des pacemakers, des stimulateurs cardiaques ne fonctionnent pas tout le temps, ils fonctionnent à demande. Donc, quand le pacemaker fonctionne, bien, ma cohérence cardiaque, la variété cardiaque, ce n'est pas celle du cœur que je ramasse. Ce n'est pas celle du système neurotonal de la personne que j'enregistre, ben, c'est celui du pacemaker. Donc, ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est comme si, ce n'est pas parce que le thermomètre est en panne, vous n'avez pas donné de l'aspirine à quelqu'un qui a de la fièvre. C'est le marqueur qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est ça. Mais sinon, la cohérence cardiaque marche bien, mais on n'a aucun moyen de la valider, on n'a aucun moyen de la mesurer lorsque le matériel est en fonctionnement, ce qui n'est pas toujours le cas dans la plupart des pacemakers modernes. C'est-à-dire ils sont à la demande, quand la fréquence cardiaque baisse en dessous de 45, 40, et il se met en marche. Donc, ça fonctionne. Tout le monde peut faire la cohérence cardiaque. Il y a certaines personnes chez qui on ne voit pas le résultat sur l'enregistrement, deux types de personnes. C'est les personnes qui ont un pacemaker, un stimulateur cardiaque en cours de fonctionnement, et certains médicaments dans l'hypertension, certains neuroleptiques abaissent tellement le système nerveux autonome ou déconnectent tellement le système nerveux autonome comme les bêta-bloquants qu'on ne voit pas la différence à l'écran. On le sait, et tout simplement, ça n'empêche pas de pratiquer, ça n'empêche pas de faire le 3-6-5, ça n'empêche pas d'avoir des effets. C'est juste le marqueur qu'est la fréquence cardiaque qui ne le montre pas parce que le signal n'est pas suffisant. Pierre, j'ai épuisé les questions. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir. J'attendais s'il y en avait une autre qui montait. En tous les cas, je pense, hein, c'était comme la dernière fois. Voilà, si vous avez des questions à faire remonter, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça par email. Hein. Je sais que David généreusement donne de son temps aussi pour répondre à toutes ces questions-là. Donc, vous pouvez nous envoyer directement un petit email hein, sur notre site internet sur l'adresse contact@insem.fr. En tous les cas, voilà, j'espère que vous avez pleinement apprécié du coup cette belle conférence. Il y a encore tellement de questions et qu'on aurait envie d'explorer, je pense, à poser. Je pense que vous êtes aussi dans l'attente de ce côté-là.
En tout cas, voilà, je peux que vous inviter aussi à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube où on a une autre conférence de David. Alors, merci, je vois les Oui, commentaires. mais ça c'est bien. C'est pas des questions. J'aime bien les points d'exclamation et pas les points d'interrogation. Tu vois, c'est pas mal. Très Voilà. enrichissant, merci tout le monde. Et également, Merci. voilà, on tenait à vous informer aussi, donc c'est une petite exclusivité pour vous. On a la chance que David vienne nous voir à Troyes, donc du 15 au 17 mars. Donc, on va organiser une session de formation en présentiel. Et là, voilà, pour les participants à la conférence, on a décidé aussi de faire un petit geste. Donc, on fait une remise de moins 15% qui est valable uniquement pendant 48 heures. Donc, pour ça, moi, je vais vous envoyer un petit lien, un petit Google Form si vous êtes intéressé. Il suffira de mettre le code promo INSEM24. Voilà, ça, c'est le petit code cadeau secret, de mettre le code INSEM24, de remplir le petit questionnaire sous les 48 heures et vous pourrez bénéficier d'une remise de 15% sur votre inscription à la formation. Et là, il s'agit d'une formation professionnelle, mais il n'y a aucun prérequis au point de vue formation. Même si vous voulez la faire à titre personnel, bien sûr, il y a énormément d'informations. Quelle que soit votre formation, ce n'est pas réservé aux psychologues, ce n'est pas réservé aux médecins, ce n'est pas réservé aux sophrologues. Je veux dire, si vous avez une profession de l'accompagnement, du coaching, des soins, de l'éducation, tout ça, il n'y a aucun prérequis, c'est accessible à tout le monde, c'est du même niveau que ce qu'on vient de faire, mais plus lentement et plus détaillé. Et donc, c'est 3 jours, hein, c'est 3 jours, parce qu'il y a aussi des travaux pratiques en jeu de rôle, donc 3 jours bien pleins. Et donc, vous voyez que 45 minutes pour moi, c'est très, très, très difficile parce que j'aime beaucoup ce sujet, j'en parle beaucoup et donc ça me ferait très plaisir de vous y retrouver. Ouais, pour petite information, vous voyez, moi j'ai fait la conférence, oui, et j'ai fait aussi la formation avec David. Je ne suis pas du tout issu du milieu médical, mais en tous les cas, voilà, il y a des choses vraiment passionnantes. C'est une formation qui rend aussi très accessible, avec beaucoup d'images, donc beaucoup de moyens de comprendre très simplement. C'est des moments qui sont assez riches. Et après la formation, voilà, moi j'utilise tous les jours quand je fais de la formation, ou quand j'interviens dans des écoles ou même aussi dans le cadre d'accompagnement. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine personnel comme professionnel. Donc, en tous les cas, voilà, ça peut être qu'une belle expérience. En plus, dans notre jolie ville, pays du Champagne, et puis il y a plein de gastronomie, plein de choses sympas à voir à Troyes. On peut que vous encourager à venir nous faire un petit coucou par là. Le champagne est parasympathique d'ailleurs. Mais c'est vrai en plus. Il a tous les effets du parasympathique. Alors, je veux un module pendant la formation 1.3 sur l'effet du champagne et cohérence cardiaque. Je pense que là, on a quelque chose de sympa. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, ce replay, Merci. il sera aussi disponible du coup sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai un petit email une fois que tout ça sera traité et mis en forme. En tous les cas, un grand merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Partagez aussi autour de vous, hein, si ça vous a été utile. Je pense que ce sera aussi utile pour les personnes autour de vous. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup.